C'est l'émission Aolam Amedoubar. Heureux de vous retrouver. On est à la fin, c'est l'issue, c'est la délivrance de la Pâque juive. Alors heureux de vous retrouver pour cette émission parce que il va s'agir, aujourd'hui, il va s'agir finalement de décrypter un petit peu l'actualité, mais surtout d'évacuer les menaces, l'anxiogène qui semble régner ici et ailleurs. Alors, je sais que vous avez tous été interpellés par cette signature Iran-Arabie Saoudite. Alors ça, plus la Chine, ça, plus la Russie, et vous vous dites, mais de quoi l'avenir sera-t-il fait? En fait, cette phrase célèbre, est-ce que c'est bon pour nous? Eh bien, on va prendre quelque temps pour y répondre. On y va. Alors oui, c'est vrai, il y a eu le 10 mars cette annonce surprenante pour le lecteur ordinaire, pour le téléspectateur assidu mais pas vraiment féru de géopolitique. Il y a eu cette annonce que l'Iran finalement rétablissait ses relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite sous le parrainage de la Chine. Et d'ailleurs, je dis l'Iran qui rétablit ses relations diplomatiques, j'aurais dû dire l'inverse. L'Arabie Saoudite rétablit ses relations diplomatiques avec l'Iran. L'Iran, en 2016, avait rompu ses relations diplomatiques après l'assassinat d'un imam important, religieux, chiite, qui tenait des propos contre le royaume d'Arabie Saoudite. Pas acceptable, et donc il a été exécuté, et donc on a rompu les relations diplomatiques. L'Iran a rompu ses relations diplomatiques, et vous savez ce qui a suivi, ça a été bien évidemment une guerre d'abord larvée, voire une guerre presque directe, puisque on a vu dernièrement les sites les plus importants pétroliers saoudiens être attaqués par des missiles iraniens, le fameux site du sud de l'Arabie Saoudite, le site d'Aramco. Et pourtant, voilà que l'Arabie Saoudite rétablit ses relations diplomatiques avec l'Iran. Alors la question se pose. Bien sûr qu'on peut raisonnablement s'inquiéter de la présence de la Chine, de la présence de la Russie dans cette histoire. L'Iran, la Russie, la Chine, presque un axe du mal. Comme hier, Mussolini, Hitler et Hirohito. Et donc se dire que finalement il y a quelque chose de malsain, d'anxiogène dans l'air. Ça, c'est l'événement. L'événement, c'est le rétablissement des relations diplomatiques. Mais peut-on imaginer une seconde que l'Iran, chiite, qui est dans une fuite en avant pour imposer une hégémonie chiite à l'islam du monde, et notamment à l'islam déjà de la région, puisse finalement rétrocéder sa place à l'Arabie Saoudite, dont la population arabo-musulmane est majoritairement sunnite. Difficile d'admettre un tel concept. Et finalement, on va revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et peut-être, au-delà de l'événement, aller dans les couloirs, dans les coulisses de ce qui se passe. D'abord, la question qui se pose. Certes, il y a la guerre en Ukraine. L'Europe est empêtrée dans cette guerre en Ukraine et la Russie n'a pas l'air de vouloir céder, en tous les cas pour l'heure, à quelques appels à la paix lancés par les tenants des grandes institutions telles l'ONU ou quelques nations qui aimeraient retrouver l'apaisement dans cette région qui a toujours été plutôt en bascule. Eh bien oui, la Russie a entraîné l'Europe. Et l'adhésion à l'OTAN de la Finlande n'arrange pas les choses. Mais dans le même temps,
Comment en vouloir aux Finlandais, qui ont une si longue frontière avec la Russie, au nord, de pas vouloir avoir un parachute, un parapluie, en tous les cas quelque chose qui puisse, au-delà de leurs propres forces armées, les protéger contre un tel personnage, qui en plus a comme allié la Biélorussie, qui se trouve donc, elle aussi, proche de la Finlande. Alors, oui, la Russie fait peur, l'Europe est empêtrée, et un axe avec l'Iran fait peur, fait menace. Mais ce qu'il faudra dire quand même, c'est que ce n'est pas une affaire récente. La Russie et l'Iran n'ont jamais partagé réellement la moindre trace d'idéologie. L'une est islamiste, l'une a effectivement un passé dont la Russie ne se semble absolument pas proche, aucune proximité avec, mais l'Iran a du pétrole. L'Iran a du pétrole, mais il ne peut pas le vendre. L'Iran a des armes, et la Russie en manque. Alors un échange de bons intérêts, et voilà que la Russie va pouvoir fournir un peu d'énergie à l'Iran, et l'Iran fournir des drones, fournir des missiles, malgré ses dénégations, mais elle a été prise la main dans le pot de confiture, donc aujourd'hui ce n'est plus une question, c'est une certitude. Donc la Russie et l'Iran, c'est une affaire qui fonctionne. D'ailleurs, entre parenthèses, avec un acteur médiateur déjà, en tous les cas dans ce domaine-là, de l'échange clandestin d'armes et d'énergie, la Turquie, d'Erdogan. Erdogan qui devra faire face à des élections dans quelques semaines. Erdogan de la Turquie, donc. Effectivement, donc, on a déjà des relations irano-russes qui peuvent effectivement inquiéter et qui ont en tous les cas entraîné, et bien sûr, un problème énergétique pour l'Europe, mais qui a entraîné aussi un problème alimentaire pour le monde. Pourtant, l'intrusion de la Chine dans l'histoire n'est pas à mettre de côté, et ce n'est pas parce que la Russie est donc la deuxième puissance militaire au monde, derrière les États-Unis, que la Russie ne s'inquiète pas de cette intrusion chinoise, de cette espèce de tropisme chinois qui aujourd'hui semble vouloir aller sur tous les terrains, continent européen, continent africain et continent proche et moyen-oriental. La Russie reçoit bien sûr le parrainage de la Chine, en même temps que de l'aide militaire. Ceci est avéré, a été reconnu, ce n'est plus une éventualité, c'est une certitude. En revanche, ce qu'il est moins, c'est de savoir un petit peu quel est le positionnement de la Russie vis-à-vis de ces deux acteurs, ces deux protagonistes qui forment cet axe dont je parlais tout à l'heure. La Chine, qui vient donc proposer sa médiation dans l'affaire Iran-Arabie saoudite, qui vient proposer sa médiation dans l'affaire ukrainienne, vient récemment de proposer sa médiation dans le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Alors pourquoi la Chine? Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est facile, c'est l'empire du milieu. Milieu, médiateur, bon, ben non, ce n'est pas aussi facile. Il faut se rappeler que la Chine n'a pas de ressources énergétiques. Et pour 1,5 milliard d'habitants, avec une volonté hégémonique économique et présentielle importante, nécessaire pour le pays, eh bien, ne pas avoir de ressources énergétiques est un problème. Elle n'a pas non plus de ressources céréalières. Et elle a besoin, effectivement, de ces pays que sont l'Iran,
qui lui fournissait déjà donc son pétrole, clandestinement, mais entre deux dictatures, être clandestin ne pose pas un problème moral extraordinaire. En revanche, avec la Russie, il y a un besoin effectivement de calmer les choses, d'avoir un pouvoir de stabilité pour que l'exercice du commerce, nécessaire, vital pour la Russie, puisse s'exercer normalement. Mais pas seulement. L'Ukraine est le grenier à blé, le grenier à maïs du monde, comme l'est la Russie aussi. Mais entre l'Ukraine et la Russie, voilà que les choses sont tellement embrasées que les Russes bloquant l'acheminement des céréales ukrainiens dans les ports de la mer Noire, voilà que l'acheminement ne pouvait aller jusqu'à la Chine, même clandestinement. Et puis même s'il fallait payer un droit au péage avec la Turquie d'Erdogan. Alors, la Chine a besoin de stabilité, d'où sa médiation. Alors, est-ce que c'est par volonté uniquement hégémonique, volonté de vouloir dominer le monde, on y reviendra, ou est-ce que c'est par nécessité? Et là, peut-être l'ébauche d'une réponse. La Chine, depuis son histoire, on ne va pas remonter à 4000 ans avant Jésus-Christ, le début de son histoire, en tous les cas telle qu'on la connaît, mais parlons plutôt depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est entre le sud et le nord, et finalement la République chinoise populaire centralisée à Pékin, que l'histoire s'est faite en Chine. Elle s'est faite autour d'abord du commerce, avec cet épisode de guerre de l'opium en 1840, qui a permis en tous les cas l'intrusion des Occidentaux dans la sphère chinoise, dans cette guerre qui était menée entre les Ming, qui étaient eux du sud, et les Qing, qui étaient eux du nord, donc proches de la Russie. Finalement, la Chine a trouvé sa stabilité avec cette dictature mise en place en 1949, avec son indépendance subordonnée quand même à un parrain difficile à cerner, difficile en tous les cas à avoir des relations normales avec lui, c'est bien sûr l'Union soviétique. Et la Chine va subir donc l'influence soviétique pendant plusieurs années. Mais la Chine va en même temps, dans les années 70, participer à quelque chose qui, finalement, va nous éclairer peut-être, en tous les cas je l'espère, amis téléspectateurs, sur ce qui se passe en ce moment. J'ai appelé ça la stratégie Spoutnik. Alors, c'est quoi la stratégie Spoutnik? Et puis, finalement, quel intérêt à parler de guerre de l'espace alors que nous parlons ici de guerre frontale sur le terrain, de menaces de destruction d'un pays? Je parle bien sûr des menaces iraniennes réitérées lors de la journée d'Al-Quds la semaine dernière vis-à-vis à l'égard d'Israël. Donc comment finalement ne pas penser qu'on se disperse en parlant de guerre de Spoutnik? Eh bien en fait, si vous vous rappelez un peu cette histoire, nous étions donc dans les années 56, 57 et 58, nous étions à parler d'aller dans l'espace, de survoler la planète. Et finalement, cette guerre, initiée par les États-Unis, n'étonne personne. Nous sommes en pleine guerre froide.
c'est le premier qui y est, c'est le premier qui a. Et les États-Unis vont vouloir lancer leur premier satellite. Et de l'autre côté, nous étions à l'époque dans un contexte d'affrontement de deux blocs, bloc de l'Est et bloc de l'Ouest, bloc soviétique et bloc américain, et bien sûr de leur proxy, c'est-à-dire les pays satellites ou pays alliés. Et voilà que les Américains projettent de lancer un satellite pour survoler la Terre, une manière de dire « je domine le monde en dominant le survol de la Terre ». Ce sont les Russes qui lanceront les premiers, le satellite Sputnik 1 et Sputnik 2, et il faudra attendre plusieurs mois après, alors que les deux premiers satellites lancés ont été une réussite, il faudra attendre plusieurs mois après pour que Explorer 1, le premier satellite américain, puisse être lancé. C'est ce qu'on appelle du soft power. Alors, le soft power, c'est un petit peu ça la stratégie du Sputnik. C'est finalement prendre un événement tierce pour finalement arriver à ses fins. Est-ce que nous ne pourrions pas expliquer cette signature Iran-Arabie Saoudite comme finalement un événement, mais qui n'explique pas l'ensemble qui, comme le disait Laurent Cohen-Tannoudji, fait partie d'un ensemble bien plus important qu'est la mondialisation. Avec la mondialisation, il y a bien sûr un monde dont le paradigme géopolitique a changé. Nous ne sommes plus dans une guerre ou des relations bilatérales, nous sommes passés dans des relations multilatérales. Et avec la mondialisation, il y a bien sûr les guerres qui deviennent plus régionales, plus l'affaire de pays à pays, et moins l'affaire de pays qui se faisaient la guerre par des proxys intermédiaires. Nous avons là, effectivement, une mondialisation qui voit apparaître des conflits à peu près partout. Sauf que il y a en même temps une mondialisation qui nécessite une liberté économique, une liberté d'échange économique, une liberté de circulation des hommes et des biens nécessaire à tous. Chacun doit pouvoir vendre le plus gros volume dont il est capable, pas à un voisin, mais à l'ensemble du monde. C'est ce qui fait effectivement un des axes de domination géopolitique. Pour avoir voix au chapitre, au Conseil de sécurité, il ne suffit pas simplement d'avoir des valeurs, il faut avoir de la puissance. Et là, peut-être, nous aurions une piste qui peut expliquer ce que la Chine est en train de faire. Et là, peut-être évacuer, en tous les cas, si le monde était fait que de géopolitique, pourrait évacuer, en tous les cas, une bonne part de notre anxiété vis-à-vis des menaces iraniennes, vis-à-vis d'une guerre probable avec notre voisin le plus proche, au nord, voire avec les 4 fronts que certains nous promettent. Pourquoi ? Je le disais tout à l'heure, la Chine a nécessité de vouloir garantir une stabilité dans la région. Ce n'est pas simplement, encore une fois, qu'une nécessité pour obtenir davantage d'espace, mais une nécessité vitale pour sa survie. Parce que la Chine n'est pas toute seule. À côté de la Chine, il y a l'Inde. Et l'Inde est promise à avoir davantage une démographie supérieure dans quelques années que la Chine. Que l'Inde est promise à un futur de capacité technologique, de présence commerciale, davantage qu'elle ne l'a aujourd'hui. Même si les Indiens sont présents à peu près sur tous les continents et prennent des parts importantes
dans toutes les structures économiques du monde. Mais la Chine a encore, aujourd'hui, une légère avance sur son voisin indien. Et là, peut-être, on peut tenter d'expliquer et tenter de rassurer si, encore une fois, il n'y avait que la géopolitique pour expliquer l'éventualité d'une guerre ou pas, on pourrait effectivement comprendre pourquoi la garantie d'un médiateur tel que la Chine pourrait être synonyme de stabilité. La Chine, en se rapprochant de la Russie, via un accord peut-être éventuel avec l'Ukraine, donc une médiation de paix, avec l'Arabie saoudite, rapprochée, en tous les cas, même si c'est une paix ou une non-paix, enfin une paix froide entre sunnites et chiites, entre sunnites d'Arabie saoudite et chiites d'Iran, il n'empêche que c'est une médiation de paix. Et là, on pourrait effectivement tendre à penser que l'Iran, tenu par la Chine, qui a besoin de stabilité, que la Russie, qui est présente donc en Syrie, même si aujourd'hui elle s'est désengagée largement, mais toujours présente en Syrie et surtout qui ne veut pas quitter ni le continent proche-oriental, ni le Moyen-Orient, ni même l'Afrique, où là, par contre, elle est dans une dynamique de présentiel importante, la Russie a besoin, elle aussi, de stabilité. Et c'est peut-être là qu'il y a peut-être nécessité de regarder les choses plus largement, plus globalement. Alors oui, signature, Iran, Arabie saoudite, ça, quelque part, les Cassandres ont dit, ben voilà, l'actuel chef de la coalition en Israël, Benjamin Netanyahou, ben il a perdu son pari d'élargir les accords d'Abraham à l'Arabie saoudite. Est-ce que quelqu'un, une seconde, pourrait penser qu'un chef d'État aussi rompu que Benjamin Netanyahou, très américanophile, n'avait pas compris depuis longtemps que le désengagement américain initié par Barack Obama allait se poursuivre sous Trump, même avec des retours plutôt positifs pour Israël avec les accords d'Abraham sous Trump, mais allait se poursuivre sous Trump et allait se poursuivre également donc avec Joe Biden. Non. Personne ne doute une seconde qu'il puisse y avoir un doute chez Benjamin Netanyahou, qu'il puisse y avoir un désengagement militaire américain et que ça allait donc changer la géopolitique régionale. Personne n'en doute. Et pourtant, ben voilà que les choses sont ainsi. Il ne pourra plus élargir à l'Arabie saoudite. Et pourtant, l'Arabie saoudite n'a pas remis en cause le survol de son ciel par les avions israéliens. Mieux, l'Arabie saoudite a décidé de créer une deuxième compagnie aérienne pour élargir son hub de Riyad et Jeddah, pour justement devenir une puissance, pas simplement pétrolière, une pétromonarchie, parce qu'elle sait qu'il y a une issue à l'extraction de cette ressource fossile, eh bien, elle s'élargit aujourd'hui à un soft power beaucoup plus acceptable, celui du sport, celui de la culture, celui de l'achat d'équipes de football prestigieuses comme Liverpool, Manchester United. Elle s'est déjà payé un autre club anglais dont j'ai, pardonnez-moi, oublié le nom.
Et voilà que l'Arabie saoudite investit dans le soft power. Et le désengagement américain était évident pour, en tous les cas, l'héritier du trône, MBS, Mohammed Ben Salman, qu'on ne pouvait pas trop compter sur les Américains. Mais vous pensez que les Saoudiens ont pensé une seconde que les Américains servaient d'autres intérêts que les leurs? Vous pensez une seconde que les Israéliens ont pensé une seconde que les Américains pensaient à autre chose qu'à leurs intérêts, à leurs propres intérêts? Et puis, n'est-ce pas normal? Est-ce que les Israéliens ne pensent pas d'abord, ou ne doivent-ils pas penser d'abord à leurs propres intérêts avant ceux des autres? On l'a bien vu dans la déclaration de Benjamin Netanyahou, quand il a dit nous servirons nos propres intérêts, et s'il faut réagir à une attaque, nous réagirons sans demander la permission. Bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut penser que des chefs d'État aussi rompus à la géopolitique mondiale que les Benjamin Netanyahou, que le sont d'ailleurs même l'opposition, qui connaissent aussi les arcanes des relations internationales, puissent avoir un doute sur ce désengagement américain et ce qu'il signifiait, et ce qu'il pouvait avoir comme conséquence? Non. Définitivement non. La stratégie du Spoutnik, c'est de vouloir être le premier. Le premier pour prendre le plus de territoire possible, le premier pour finalement être décideur. Alors, que veut la Chine? Est-ce qu'elle pourra calmer les ardeurs de l'Iran? Est-ce qu'elle pourra calmer les ardeurs d'un Poutine qui voudrait recréer l'Empire soviétique tel qu'il était avant 1990? 1991, pour être précis. Mais 1990 quand ça a commencé. Est-ce qu'elle pourrait, la Chine, vouloir empêcher ce calife, c'est ainsi qu'on l'appelle, ce calife donc d'Istanbul, qui a des visées d'un empire ottoman nostalgique, d'un empire ottoman qui allait depuis la Libye jusqu'aux confins de l'Arabie? Non, bien sûr. Personne n'imagine que la Chine va pouvoir calmer totalement les appétits de ces gens-là. Et c'est là que peut-être, je disais tout à l'heure, se rassurer, oui, si le monde n'était fondé que sur la géopolitique. En revanche, si on tient à avoir l'ensemble du tableau, la grille de lecture, où il n'y a pas simplement que la géopolitique, il n'y a pas simplement que l'événementiel, signature ou pas, il n'y a pas simplement que quelques roquettes qui nous tombent dessus, qui peuvent être tragiques, cet embrasement de territoire, qui peuvent être tragiques, mais qui ressemblent à ce que je disais tout à l'heure, à ces conflits qui restent d'actualité, des conflits localisés, des conflits qui ne sont plus ceux bilatéraux, mais qui sont aujourd'hui multilatéraux. Alors, conclusion de cette ébauche déjà, de la situation géopolitique et de cette signature qui inquiète, c'est qu'il y a quand même à se rassurer de la présence chinoise qui, dans la foulée, mais immédiate, de la signature Iran-Arabie saoudite, après celle de la médiation pour mettre fin à la guerre en Ukraine, même si ces 18 points qu'elle a proposés sont pour la plupart inacceptables pour l'Ukraine, et même d'ailleurs pour la Russie, il n'empêche que dans la foulée immédiate, elle propose sa médiation ici dans le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Et pourrait-elle réussir? Parce que la Chine, finalement, je l'ai dit, c'est l'empire du milieu.
elle est censée mettre en avant la garantie de la liberté des biens et des personnes, du commerce, des échanges, etc. Et dans le même temps, de ne pas avoir d'idéologie. Elle ne respecte pas les droits de l'homme. Elle parle d'ingérence dès lors qu'on parle des droits de l'homme, alors qu'elle est quand même au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle ne s'inquiète pas d'aller aider et de s'afficher aux côtés de la Russie, agresseur certifié de l'Ukraine. Elle n'hésite pas à venir aider l'Iran alors que l'Iran est à son maximum de crimes contre son propre peuple, dénoncés par les Nations Unies. La Chine n'a pas d'idéologie. Elle fréquente les dictatures. Mais la Chine, elle est aussi celle qui a besoin de lancer son programme d'armement, qui va durer plusieurs années, pour devenir la première puissance militaire au monde, pour supplanter les États-Unis. Elle a besoin également, étant la deuxième puissance économique mondiale, de valider de nouveaux marchés en permanence, dû à sa population et dû à la mécanique de son économie, qui, encore une fois, est basée sur la main-d'œuvre, essentiellement, mais pas sur les ressources. Donc elle a besoin de prendre des marchés, que les gens lui doivent quelque chose, que ses clients lui doivent quelque chose. C'est sa manière, c'est sa méthode. Elle a besoin donc finalement d'une liberté de circulation. Mais en revanche, peut-elle freiner ce qui pourrait dans le détail lui échapper? Et c'est là que Israël, notre sujet, finalement n'a que faire du Spoutnik, n'a que faire de cette géopolitique du Spoutnik, parce qu'elle sait que les psychodrames, elle sait que la fracture qu'elle vit aujourd'hui dans sa population, elle sait que son économie, comme toutes les économies du monde, aujourd'hui est en danger. En danger pourquoi? Parce que justement, manque de stabilité. En danger pourquoi? Parce que justement, il y a de la liberté de circulation des biens qui ne circulent pas. À titre d'exemple, d'aucuns pourraient se poser la question, mais pourquoi la Chine n'a-t-elle pas fait déjà, comme la Russie, de reprendre possession de Taïwan, qui en fait n'a jamais été véritablement chinoise, mais en tous les cas de la Chine telle qu'elle est aujourd'hui? Eh bien, pourquoi ne, avec la simulation qu'elle a eue récemment, où elle pouvait envahir Taïwan sans problème, voire même se débarrasser des 23 millions d'habitants, pourquoi la Chine ne le fait pas? Peut-être, en tous les cas, un élément de réponse, ce qui a fait d'ailleurs réagir l'Europe, malgré les déclarations maladroites du président de la République française, Emmanuel Macron, quand il a finalement laissé aux Chinois le soin de régler le sort de Taïwan, l'Union européenne a réagi. Les Américains ont réagi, pour deux raisons, les Américains. Parce que d'abord, c'était une façon de dire, la Chine avec l'Ukraine qui soutient la Russie, eh bien, nous soutenons l'Ukraine, c'est un petit peu un couteau dans le dos que vous nous faites. Et puis la deuxième raison, c'est parce que, non, Taïwan, c'est l'empire du semi-conducteur, nécessaire finalement à toutes nos technologies. Et c'est peut-être là que vous pourriez retrouver un semblant d'explication à pourquoi il y a cette intrusion, cette médiation chinoise dans tous azimuts, dans tous les continents. Pas encore vraiment, elle est très présente en Afrique, mais elle n'a pas encore joué le rôle de médiateur réellement. Mais peut-être cela va arriver dans
très peu de temps, mais en tous les cas, elle est déjà dans le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. C'est un signe ici que l'anxiété qui est réelle, qui correspond à ce que je disais, psychodrame, fracture et peut-être affaiblissement, puis en même temps des francs-tireurs qui, comme je le disais, nous sommes dans un monde multipolaire, et donc tout peut arriver. Il n'empêche que cette médiation-là est plutôt un bon signal. Est-ce que ça arrêtera l'Iran qui est au seuil du nucléaire? On appelle ceux qui sont propriétaires de l'arsenal nucléaire les pays du seuil. Serait-elle déjà donc finalement un enrichissement à 90%? Bien sûr, peut-être. Peut-être même évidemment. Mais est-ce que la Chine, dans ce qu'elle représente, n'est pas finalement mieux que des missiles ou un arsenal nucléaire que finalement on risque la prolifération si l'Iran se dit propriétaire de l'arsenal nucléaire? Pourquoi pas demain l'Égypte? Pourquoi pas demain l'Arabie Saoudite, justement? On en parlait. Je rappelle que l'Iran a été fortement aidé et par les Chinois, mais surtout par les Russes, pour avoir la technologie d'enrichissement de l'uranium. Donc pourquoi ne pas imaginer effectivement que demain, même prolifération, il puisse y avoir un danger nucléaire. Mais que la médiation chinoise ne peut pas avoir ce genre d'obstacle dans ce besoin vital qu'elle a de se disperser au travers de la planète pour garantir la liberté des biens et des personnes. Besoin vital pour ses propres intérêts, bien entendu. Alors, ce qui ressemble à du pragmatisme, ce qui ressemble à de la géopolitique, ne met pas de côté ce que je vous disais à propos du danger réel, parce que nous sommes dans un monde multilatéral. D'où peut-être cette conclusion à la Ben Gourion. Il va falloir faire comme si nous étions à l'aube d'une guerre sur 4 fronts et avec l'Iran en filigrane, et comme si la présence de la Chine pouvait nous garantir une éventuelle stabilité. Je crois que l'urgence d'aujourd'hui dans ce pays, pour rassurer que nous sommes bien dans cette alternative, serait que le peuple d'Israël puisse retrouver son unité. Je terminerai par là, à l'issue de la Pâque juive, la délivrance, c'est peut-être celle-là, la seule, la vraie.